Bonjour, je suis Eddy Creuset, je suis formateur vidéo depuis 2010 et vidéaste depuis 2003, où je suis cadreur et monteur professionnel. Dans cette formation Final Cut Pro, nous allons aborder les outils de A à Z du logiciel. Nous allons voir comment s'organiser en tant que monteur et monteuse. Nous allons pouvoir utiliser toutes les ressources du logiciel, avec notamment tous les catalogues proposés dans le son, dans le titrage et dans l'habillage. Le but pour moi est de vous proposer des méthodologies de travail et professionnelles pour que vous puissiez ensuite trouver la vôtre. Car on part sur des bases, comme la conduite automobile, on nous apprend les bons gestes pour conduire, indispensables pour la sécurité et après pour le confort. Et bien voilà, ici c'est un petit peu les deux, c'est qu'il y a des gestes indispensables et ensuite vous allez trouver votre méthodologie de confort et de rapidité, on va dire, de gain de temps pour avancer. Je vous propose d'aborder cette formation dans l'ordre chronologique car une vidéo 1, bien sûr, vous apportez la technique pour aborder la vidéo 2. Donc ne sautez pas d'étape. Pour l'apprentissage, je vous conseille de regarder tranquillement la vidéo, sans rien faire, dans un environnement confortable, sans être perturbé par l'extérieur, couper votre portable par exemple, et ensuite de refaire aussitôt l'exercice, ou en tout cas de reproduire les gestes proposés dans la leçon, pour pouvoir imprimer ces techniques au fur et à mesure. Maintenant, on peut commencer. Je vous souhaite une bonne formation à toutes et à tous. Alors, en préambule, avant de démarrer la formation Final Cut Pro 10, nous allons placer le montage dans la chaîne de production audiovisuelle. Vous devez déjà peut-être avoir quelques idées de cette chaîne de production puisque vous vous intéressez au montage, mais on va éclaircir les choses ensemble si vous voulez bien. Alors, on commence bien évidemment par écrire une histoire, écrire le scénario du film qui va être tourné. Il peut être écrit par un ou une scénariste, plusieurs scénaristes, ou bien l'auteur lui-même réalisateur. Le réalisateur va pouvoir aussi écrire son scénario, seul ou à plusieurs. Évidemment, il est conseillé d'être à plusieurs pour écrire. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Et ensuite, ce scénariste, cet auteur va vendre quelque part, proposer son scénario à un producteur, à une productrice, pour ensuite lancer évidemment la fabrication du film. Et lorsque le producteur a acheté ce scénario, il est prêt à lancer le film, il va bien sûr chercher des financements. Le producteur, c'est pas lui qui paye le film. Il va chercher les financements pour lancer ce qu'on appelle ensuite la pré-prod. La pré-prod, c'est tout simplement la préparation en fait avant tournage. Il faut savoir que lors d'un long métrage, on compte entre 8 et 12 semaines de préparation, alors que le tournage lui-même fait entre 1 mois et 1 mois et demi, maximum 2 mois. Voilà, vous voyez que le rapport, il est quand même assez grand. La différence est assez grande entre la préparation et le tournage. Donc lorsque vous arrivez au tournage et que vous avez très peu préparé votre film et que vous avez l'inverse, plus de temps de tournage que de préparation, c'est que justement vous avez mal fait les choses. Donc c'est le premier conseil, c'est de bien préparer votre film si vous faites du tournage, bien évidemment. Une fois que c'est préparé, vous passez bien sûr au fameux tournage. Donc là, en fait, vous tournez votre film. Ça, évidemment, on n'a pas grand-chose à dire, sauf que là, ça serait une formation complète pour parler du tournage. Et ensuite, arrive évidemment le montage. Le lien entre le scénario et le montage, c'est qu'on appelle le montage une réécriture ou une seconde écriture, une nouvelle écriture, comme on veut, du film et du scénario. Puisque le scénario, on peut décider, par exemple, qu'il y a une scène 1, une scène 2, une scène 3, qui se suivent comme ci. Et qu'ensuite au montage on se dise non, finalement la scène 2 elle va être après la scène 3, où on parle de plan également, on a décidé de faire un plan 1, 2, 3 et finalement le plan 2 il va être après le plan 3. Voilà, on peut décider au montage de réécrire, de restructurer, de changer la chronologie des séquences et des plans, donc de modifier un petit peu ou beaucoup le scénario. Donc le montage est vraiment, il a une place prépondérante, une place très essentielle, importante pour la chaîne de production audiovisuelle. Ce n'est pas simplement juste mettre en place des bouts à bout chronologiquement les plans qui ont été tournés, pas du tout. Donc le montage a une part bien sûr technique, mais aussi artistique et créative. Donc c'est important ici de comprendre que le montage a vraiment une place prépondérante pour cette chaîne de production audiovisuelle. Ensuite, après le montage, arrive l'étalonnage,
avant diffusion sur plateforme télé ou cinéma. L'étalonnage qui permet de créer un look. Tout ça, bien sûr, on va le voir ensemble puisque l'étalonnage fait partie également des outils proposés par Final Cut Pro. Même si, évidemment, l'étalonnage est quand même un métier à part. Alors, en parlant de métier, nous allons parler du métier de monteur, monteuse pour le montage, évidemment, un métier spécifique, hein, quelqu'un qui fait que ça, qui s'occupe que de s'occuper de monter les images. Il y a aussi en parallèle le monteur, la monteuse son, hein, qui va travailler cette fois la partie audio du film. Et puis l'étalonnage, il y a aussi donc un métier qui s'appelle étalonneur, étalonneuse. Donc c'est deux métiers bien différents, avec des logiciels aussi bien différents. Mais nous verrons dans notre formation que Final Cut Pro propose évidemment des outils d'étalonnage, des corrections colorimétriques qui permettent bien sûr de travailler son étalonnage au final avant exportation. Lorsqu'on fait du montage, on va travailler de concert et en duo, en binôme avec le réalisateur, la réalisatrice évidemment. Le monteur et la réalisatrice, le réalisateur travaillent bien sûr en binôme, car bien sûr le but de chaque technicien, de chaque étape de la post-prod et de la chaîne de production, c'est travailler pour le film. Donc là, on a une notion surtout en France, d'auteur-autrice, et donc c'est le ou la réalisateur qui a le dernier mot, ce qu'on appelle le final cut. Donc c'est lui ou elle qui va donner des indications au monteur ou à la monteuse. L'étalonnage travaille avec un chef ou une chef opératrice qui est celui ou celle qui s'occupe de l'image, qui est responsable de la création de l'image en termes de cadrage, en termes de lumière et en termes de couleur sur le plateau de tournage. Le chef opérateur ou opératrice va également travailler de concert avec l'étalonneur, l'étalonneuse, dans la même direction évidemment, donnée par le réalisateur. Ça, c'est si vous avez des métiers bien distincts dans une chaîne de production professionnelle où chacun a sa place. Si vous êtes vidéaste et que vous vous occupez un peu de tout, à la fois du scénario, même si vous travaillez par exemple avec un client, vous êtes vidéaste indépendant, vous faites de la publicité ou du film d'entreprise, corporate, et qu'on vous commande donc une vidéo. Vous allez peut-être coécrire le scénario avec votre client, le préparer avec lui, évidemment, le tournage sur place chez le client, évidemment, le montage seul, mais avec toujours son œil, hein, et l'étalonnage également, vous allez faire vous-même. Donc vous serez responsable de toutes les étapes de la post-production avec donc votre client qui a le final cut, puisque ce sera lui ou elle, le réalisateur, la réalisatrice. Voilà, pour un petit peu schématiser. Maintenant que vous savez l'importance et la place du montage dans la post-production et dans la chaîne de production du visuel, on peut démarrer la formation Final Cut Pro 10. C'est parti. Dans ce premier module, nous allons découvrir le logiciel Final Cut Pro, l'interface interne et puis comment s'organiser en tant que monteur et monteuse. Alors, perdons pas de temps, c'est parti. Nous voici dans l'interface particulière et spécifique de Final Cut Pro 10. En 2010, Apple a décidé de tout changer, de tout balayer et de fabriquer une autre interface, un logiciel totalement différent, à l'image de iMovie, pour ceux qui connaissent un petit peu iMovie si vous êtes sur déjà Apple depuis quelques temps. Final Cut Pro 10 avait l'interface et un modèle visuel qui ressemblait à tous les autres logiciels professionnels de l'époque ils ont décidé de tout balayer et comme je le disais donc de travailler plutôt dans une idée d'interface plutôt magnétique avec des couleurs, avec des vignettes, avec beaucoup de choses qui ressemblaient donc à iMovie. Ça a été d'ailleurs reproché au début, les monteurs professionnels ne s'y retrouvaient plus.
Cette version 10 de Final Cut Pro est sortie un peu trop vite car ils ont oublié dans cette version des outils, des paramètres que le logiciel possédait avant. Donc évidemment, les professionnels se retrouvaient un petit peu bec dans l'eau avec des choses qui leur manquaient. Mais très vite, Apple a rectifié et a amélioré rapidement de version en version le logiciel pour qu'aujourd'hui il soit vraiment à un niveau professionnel, utilisé surtout dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis beaucoup, par des rédactions en ligne, dès qu'il y a eu le digital. Les rédactions se sont digitalisées aux États-Unis et beaucoup ont utilisé ce logiciel puisqu'ils étaient déjà beaucoup sur Apple. Final Cut Pro 10 est parfaitement bien placé aujourd'hui pour répondre à toutes les exigences professionnelles de toutes les productions. Donc nous voici sur l'interface où nous avons donc différentes fenêtres. Avec une fenêtre ici, tout d'abord, on va commencer toujours de gauche à droite. Nous avons donc tout d'abord cette colonne, cette fenêtre bibliothèque, comme le nom l'indique, où vous allez pouvoir recevoir, importer tous vos médias et les organiser. Ensuite, vous pourrez les sélectionner ici, les parties de votre média pour ensuite les descendre ici au montage dans la timeline pour faire le montage des plans et le visualiser sur l'écran de contrôle ici. Et également là, à droite, nous avons ensuite la colonne de travail, de modification des paramètres, d'effets pour modifier les images, les plans dans votre timeline. Allez, pour y voir plus clair, nous allons ouvrir une bibliothèque, ou plutôt en créer une. On clique tout simplement dans l'icône, nous voyons une fenêtre s'ouvrir et nous avons les bibliothèques déjà créées en historique ici. Hop, je peux un peu développer la fenêtre comme ça. On peut donc aussi localiser ici des bibliothèques qui sont dans d'autres disques durs, qui ne sont pas reconnus pour le moment, puisque ça arrive, hein. Donc on va pouvoir localiser ici en cliquant pour aller chercher un disque dur, un périphérique sur notre ordinateur. Et moi ce que j'ai besoin ici, c'est de créer une nouvelle, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, de créer une nouvelle bibliothèque, tout simplement par nouvelle. Ensuite, le Finder de Mac nous demande de choisir un dossier, de choisir un emplacement. Donc, je vais choisir un périphérique, créer un nouveau dossier. Important de bien noter ces dossiers en fonction du projet que vous avez, hein, avec un nom de client, un nom de film, peu importe, que vous soyez cohérent avec un dossier et un périphérique surtout qui est dédié. J'ai noté ici mes périphériques avec les années, en tout cas comme vous voulez, mais c'est important d'avoir une périphérique, donc un disque dur qui est dédié à la vidéo et uniquement à vos projets vidéo. Ensuite, bien sûr, je nomme ici la bibliothèque qui s'appelle FCP comme Final Cut Pro et Bundle qui est le nom bibliothèque indiqué pour Final Cut Pro 10. Je reste cohérent, je garde toujours le même nom. Ça pourrait changer ici, hein. Si vous avez une bibliothèque, vous pourrez avoir un nom de client, par exemple ici, et une bibliothèque de l'année, hein, 2022. Si vous avez un client récurrent, ça peut être ça peut être 2022, ou bien un nom de projet, par exemple un nom de client ici, et puis l'événement en question, par exemple soirée d'inauguration. Voilà, nous avons créé ici une bibliothèque. Vous voyez l'icône de la bibliothèque, on l'a vu ici, qui a disparu, c'était les 4 petites étoiles. Ici, nous n'avons qu'une seule étoile qui définit une autre organisation, nous allons le voir. Donc ici, nous avons la formation donc FCPX qui est notre bibliothèque, des collections intelligentes qui ont été créées par le logiciel, que nous verrons bien sûr à fur et à mesure. Mais tout ça, ce sont des aides au classement, des aides à la recherche et donc à l'organisation de vos médias. Final Cut Pro est très bien organisé, nous permet vraiment d'être intuitif, de nous aider à nous retrouver dans nos médias pour gagner du temps ensuite au montage. Ensuite, l'étoile seule ici, si je développe, il n'y a rien pour le moment. Nous avons la date du jour où nous avons créé la bibliothèque, où
si nous créons ensuite l'événement, puisque ça s'appelle comme ça, l'événement de notre bibliothèque. Donc on peut créer un autre événement. Si on fait clic droit dans la bibliothèque, nous avons ici le nouvel événement. Ici, il nous demande un autre nom. Par exemple, l'événement, c'est important de noter le nom de l'événement. Inauguration, si c'est pour un reportage. Nous verrons ça après. Pour l'instant, je coche rien, je vous montre petit à petit tranquillement. Et nous y reviendrons bien sûr dans les leçons suivantes. Là, on fait une petite présentation globale, tranquillement, générique, on va dire. Donc voilà, nous avons déjà deux étapes, la bibliothèque et ensuite les événements. Et les événements, vous pouvez en créer autant que vous souhaitez. Ça permet de ranger vos livres. Disons que la bibliothèque, le nom est important. Nous avons une bibliothèque, comme dans la vraie vie, avec des livres. Ensuite, nous avons les livres eux-mêmes. D'accord? C'est exactement ça. L'événement est un livre. Et à l'intérieur d'un livre, vous allez voir, on va en parler, et il y a des chapitres. Et ces chapitres-là, nous verrons sous forme de collection intelligente, sous forme de mots-clés, etc. Pour, encore une fois, parfaitement s'organiser. Lorsque nous avons créé la bibliothèque, le logiciel nous a créé automatiquement un événement. C'est obligatoire pour ensuite importer les médias dans cet événement. Et donc c'est ici, dans cette colonne, je disais, notre navigateur, on va dire, où on va pouvoir naviguer dans nos médias pour sélectionner des parties, pour ensuite les placer dans notre montage, qu'on appelle ici projet. Pour l'instant, vous voyez, comme s'il n'y a rien, on peut très bien appuyer sur des boutons. C'est très didactique, très simple, qui nous permet d'ouvrir des fenêtres pour pouvoir importer nos médias. Voilà, on se retrouve dans une fenêtre Finder assez classique, où on a accès, bien sûr, à notre disque dur, nos disques durs, nos périphériques, avec ici, à droite, quelques options, nous verrons dans la partie importation. Et idem, ici, nous avons le bouton Nouveau projet pour créer, bien sûr, notre timeline, notre montage multipiste. L'espace classique, il peut se changer, se fermer, s'ouvrir. En haut, à droite, nous avons des boutons bleus qui permettent de masquer ou non le navigateur. Vous voyez qu'à gauche, il n'y a plus rien, qui permet d'ouvrir notre contrôle vidéo. Idem ici pour la timeline. Nous pouvons enlever la timeline. Lorsqu'on a besoin, par exemple, par étape, d'avoir un écran plus grand, d'avoir des colonnes et un navigateur plus grand, bref, ça peut nous aider. Et le troisième bouton, c'est l'inspecteur qui disparaît. L'inspecteur, nous verrons que ça permet de travailler nos plans, nos effets. Mais lorsqu'on n'a pas besoin de travailler l'effet, on peut aussi donc enlever l'inspecteur pour ouvrir et agrandir notre écran. Ensuite, évidemment, nous pouvons aussi prendre les jonctions de chaque fenêtre pour les agrandir. C'est assez classique dans tout logiciel, ça, en général. Après, évidemment, il y a des butées. Donc, on a des, voilà, ici, on a une butée. On ne peut pas aller au-delà de ça. Bon. Mais on verra que c'est assez pratique pour toutes les fenêtres. Et ici, à droite, nous n'avons pas vu, mais nous avons le vumètre, l'audiomètre, qui va permettre de nous travailler, bien sûr, le contrôle de l'audio. On remonte en haut à droite, nous avons l'icône de petits ordinateurs, d'écran ordinateur, qui permet en fait, ici nous avons le visualiseur coché, qui nous permet, en appuyant sur ce bouton, de faire partir donc une fenêtre en particulier sur un autre écran qui est branché, bien sûr, s'il est reconnu, sur un second moniteur, comme vous voyez ici, s'afficher à l'image, afficher, masquer la vue du second moniteur, ce qui est pratique si vous souhaitez travailler avec un second moniteur, comme souvent les monteurs, les monteuses font, puisqu'ils permettent, par exemple, souvent, on prend le visualiseur pour le mettre à droite et qui permet d'avoir notre retour en plein écran. Nous avons travaillé ici les médias, nos plans, notre montage évidemment un peu plus grand par exemple comme ça, pour ensuite dans l'autre écran à droite que vous ne voyez pas, mais avoir sur un écran supplémentaire le plein écran de votre retour de travail de montage, qui peut être très pratique.
Je reviens tout à fait à gauche maintenant dans la colonne, notre colonne de bibliothèque, d'événements, d'organisation. Ici, notre navigateur. En fait, ce navigateur, c'est tout ça, hein, c'est un peu les deux. Et nous avons ici 3 boutons. Vous êtes sur le bleu, c'est celui qui est allumé, celui qui est donc affiché, qui est donc notre, voilà, la bibliothèque. À droite, nous avons une bibliothèque également, mais vous voyez de photos, de musique et d'effets sonores. Alors, GarageBand, ben, c'est lié au logiciel GarageBand qui permet de créer de la musique sur Mac. Et ici, musique, c'est la musique que vous avez dans votre ordinateur. Également pour les photos, ça correspond à photos de votre ordinateur qui est en interne. En revanche, ici, effets sonores, et nous le verrons à la partie musique, audio, nous avons une bibliothèque proposée par le logiciel gratuit d'effets sonores et de musique, libre de droit. Voilà, donc nous avons une bibliothèque assez conséquente. Et ensuite, le troisième bouton à droite qui permet aussi d'atteindre 2 autres bibliothèques. Nous avons titre et générateur. Titre, comme le nom l'indique, Final Cut Pro nous propose des titres, des modèles de titres animés, et également des générateurs, des modèles, des templates, des choses qui permettent d'habiller votre vidéo. Maintenant, je vous invite à aller tout à fait en bas à droite, et nous avons quelques boutons, et surtout au niveau interface, les 2 boutons ici à la droite. Ici, le premier, c'est pour ouvrir ou masquer. Alors, ce que c'est bleu, ben, c'est pour afficher. La bibliothèque, cette fois, d'effets. Hein, d'effets vidéo. Et également en dessous, l'effet audio. Ensuite, à droite, nous avons la bibliothèque des transitions. De plan à plan. Voilà. Tout est là. Voilà pour la présentation globale et générique de notre logiciel Final Cut Pro 10. Dans la prochaine leçon, maintenant, nous allons revenir sur l'organisation, la différence entre la bibliothèque, les événements et le projet. Nous allons revenir là-dessus avec des exemples, bien sûr, de médias. Revenons plus précisément maintenant sur l'organisation d'entrée du logiciel avec donc la bibliothèque, l'événement, les collections intelligentes, les médias et le projet. Alors ici j'ai importé un premier plan, nous verrons l'importation dans une prochaine leçon, mais là c'est pour parler vraiment de cette petite partie ici, qui est très importante dès le départ dans le logiciel, qu'il faut bien assimiler avant toute chose. Donc cette bibliothèque, déjà, nous allons voir où elle se trouve. Ici, je vais sur la bibliothèque, le nom, je fais clic droit, et nous allons ici dans Voir dans le Finder. Une fenêtre Finder s'ouvre et m'indique ici l'emplacement, et je peux voir ici le chemin. Donc si vous n'avez pas ici le chemin hein, dans votre fenêtre Finder, il faudra monter dans Finder ici Présentation, et aller ici dans afficher la barre du chemin d'accès. Ici, je le masque. Voilà, ça disparaît. Présentation. Et je vais aller afficher la barre du chemin d'accès. Très pratique hein, pour travailler et retrouver nos médias. Et on va le voir qu'on va souvent l'utiliser dans la formation. Donc, je vois que ma bibliothèque est dans mon dossier Formation FFPX dans mon périphérique vidéo 2021. Très bien. Maintenant, je vais aller sur le plan. Ici, je fais la même chose. Clic droit, voir dans le Finder. Et je vois qu'ici, mon média est dans un dossier de la date du jour, dans un dossier qui s'appelle Final Cut Pro Media. Alors, je vais remonter, je vais cliquer sur Formation FFPX pour un peu mieux voir ça. Et je vois que le logiciel m'a créé un dossier supplémentaire interne à ce projet, qui est indiqué comme celui-ci, Original Media, et qui va ranger en fait les médias par date, hein, c'est plus pratique. Et ici, je retrouve exactement mon plan. Je vais ouvrir le média, voilà.
bien rangés par logiciel. C'est-à-dire que lorsqu'on importe, et nous verrons dans une autre leçon, un média, donc le logiciel va créer un dossier pour parfaitement ranger ce dossier dans un dossier spécifique et nommé. Et le logiciel va faire la même chose pour différentes choses. Pour les rendus, nous verrons, pour ensuite des transcodages, pour les proxys, etc., etc. Et ici, toujours dans le même dossier, c'est pour ça que c'est important de bien au départ créer notre dossier dans un endroit bien spécifique, tout sera au même endroit. Ensuite, voyons ici les collections intelligentes. Qu'est-ce que nous propose le logiciel? Ici, nous voyons ici des roues crantées, qui est le symbole de ces collections intelligentes. Qu'est-ce que les collections intelligentes? Lorsqu'on clique dessus, il nous explique que justement, on peut cibler, on peut filtrer nos médias, ceux qui sont importés, bien évidemment, par ces critères. Donc là, ici, évidemment, audio seulement, non, puisque je n'ai qu'une vidéo. Si par exemple je vais aller importer une musique dans ma collection musique sur mon ordinateur, je prends au hasard celui-ci, je vais prendre le titre ici, je peux l'amener voilà, vers la gauche qui va m'ouvrir mon navigateur, attention je l'ai toujours, hein, et je le lâche, vous voyez, quand il y a un petit plus dans ma fenêtre navigateur. Alors ça me réouvre la fenêtre, musique c'est pas grave, hop, je reviens dans navigateur, je retrouve la musique ici, maintenant j'ai deux médias, vidéo et son seuls, et si je vais dans la collection intelligente, audio seul, j'aurai seulement, évidemment, vous avez compris, l'audio. Ça permet donc comme ça de filtrer certains critères, comme par exemple les images. Idem, si je vais dans photos ici, je vais dans mes photos, je prends hop, la famille, alors je vais cliquer parce qu'il y en a plusieurs, allez hop, je prends ma fille ici, et hop, je lâche. Je reviens dans le navigateur. J'ai maintenant la photo qui est ici. Et maintenant, si je clique sur Images, vous avez compris, ça me trie les images. Idem pour les projets. Alors les projets, ça c'est les projets lorsque nous avons créé des projets donc de montage. Je peux en avoir plusieurs. Hein. Il y a un S. Vous verrez que cette fenêtre navigateur peut être très vite remplie d'icônes. Et donc on va être très vite perdu. Et donc ces collections intelligentes nous permettent de trier très rapidement déjà ces critères, ces types de médias. Et nous verrons comment créer des favoris plus tard. Et nous verrons que nous pouvons créer notre propre collection intelligente. Ici, en faisant clic droit, et nous avons une nouvelle collection intelligente. Ici, je vais nommer Synchro. Synchro, pourquoi? J'utilise souvent ce terme-là parce que je fais des synchronisations images et son lorsque j'enregistre avec ma caméra l'image et le son, je le prends à part avec un enregistreur numérique séparé de la caméra. Eh bien, je dois synchroniser l'image et le son que nous verrons dans cette formation, la synchronisation d'un audio avec une vidéo. J'ai donc ma collection intelligente que je viens de créer et que j'ai l'appeler Synchro, car nous avons ici une vidéo d'une fiction avec le son à part qui est là, qui est le même. Nous y reviendrons bien sûr lors de la leçon dédiée. Et le fichier, le média synchronisé, le voilà. Il a un petit icône voilà, de rond qui se croise, hein, c'est connecté. Et lorsque maintenant je vais cliquer sur synchronisation, je vais devoir lui attribuer ce type de vidéo, ce type de média. Je vais donc double-cliquer dans ma collection intelligente. Voilà. Pour lui attribuer ici plus le type que je veux. Et nous avons ici synchroniser. Et vous voyez que ça apparaît. Donc voilà, alors le type est évidemment ou n'est pas, on peut faire vraiment une sélection inversée hein, pour faire un tri inversé, c'est vraiment très précis. Voilà, ça permet à chaque fois, lorsqu'on a plein de médias ici, on se retrouve avec beaucoup de médias, se retrouver avec plein de types de fichiers différents, au fur et à mesure de notre travail, d'aller rapidement cliquer sur ces collections intelligentes pour retrouver évidemment tous nos médias correspondants.
Ensuite, lorsqu'on clique droit dans l'événement, nous avons ici nouvelle collection intelligente, mais au-dessus, nous avons collection de mots-clés. C'est encore une autre façon de filtrer, d'organiser. C'est une notion que l'on verra directement dans la leçon suivante, dans la leçon d'importation des médias, et nous verrons à ce moment-là comment utiliser ce tri de collection mots-clés. Nous allons aborder les fondamentaux des techniques de base du montage dans ce module 3. Alors je vous conseille vraiment de prendre votre temps ici, de bien regarder les vidéos, peut-être plusieurs fois s'il faut, chaque leçon, pour bien commencer. Car ici, vous allez avoir les bases et en fait la première pierre à l'édifice. Et n'hésitez pas à revenir sur ces leçons vidéo lorsque vous serez plus loin dans la formation, dès que vous avez une question, dès que vous avez un blocage. Revenir dans ces leçons permettra de vous débloquer assurément, car c'est ici que vous allez apprendre donc le démarrage et les bonnes méthodologies de départ. Il faut savoir que le montage n'est pas très compliqué en soi comme métier, mais il est très complexe et très technique, surtout au début et surtout lorsqu'on débute. Donc prenez bien votre temps, restez bien concentrés, on y va. On rentre donc dans le vif du sujet avec la création dans cette leçon, la création de séquences, de projets. Final Cut Pro 10 appelle la séquence, le montage, la timeline comme projet. Voilà, si vous migrez par exemple d'un autre logiciel de montage, il faut bien comprendre que la séquence ou le banc de montage ou votre timeline donc s'appelle projet dans Final Cut Pro 10. Alors évidemment, je vais parler de timeline ou de banc de montage régulièrement dans cette leçon, dans cette formation globalement, en rappelant de temps en temps que c'est le mot projet qui remplace ce mot-là dans Final Cut Pro 10. Mais voilà, donc je risque de parler un peu des termes plutôt classiques comme la timeline. Le nouveau projet, vous voyez, il y a un petit bouton tout simplement en bas dans cette fenêtre qui correspond donc à la fenêtre de notre montage, qui nous permet de créer le montage et créer le projet. On va voir dans cette leçon la création de projets automatiques et la création de projets manuels. Automatiques, c'est-à-dire que le projet va se créer avec les paramètres intrinsèques du plan, du rush caméra. Et créer un projet manuel, c'est nous, monteurs, qui allons choisir les paramètres de ce projet. Alors, si je clique par exemple dessus, une fenêtre s'ouvre. Et ici, justement, tout de suite en bas, je vous attire l'attention sur ce bouton-là, justement. Alors attention, ce bouton peut induire en erreur, car on lit « Utiliser les réglages automatiques ». On peut croire que c'est là notre panneau automatique. En fait, non, puisque là, on voit donc les vidéos, le rendu, l'audio. On peut entrer justement dans les paramètres. Ici, nous sommes dans le panneau manuel. Il faut cliquer dans ce bouton pour justement utiliser les réglages automatiques. Voilà, et cela ferme l'accessibilité aux paramètres manuels et personnels. Et vous voyez ici que Home Vidéo, on vous dit défini par rapport aux propriétés du plan vidéo. Et du premier, évidemment, le premier qu'on va insérer ensuite dans ce projet. Le premier plan qu'on va insérer dans le projet va créer les paramètres de ce projet. Alors, on va commencer par là, justement. Je le nomme mon projet, évidemment. On nomme toujours un projet en fonction de son projet, justement. Alors, bien sûr, on vérifie bien qu'on est bien dans l'événement qu'on souhaite, 3110. Si on veut y changer, on peut, à condition bien sûr que vous ayez créé votre événement au préalable. On vous donne une indication sur l'audio et le rendu, mais ça, on en parlera juste après. Et je fais OK. Bien. Ici, vous voyez, le nom est au-dessus. Pour l'instant, j'ai un projet, une timeline vide. Et vous pouvez
observez qu'il n'y a aucune indication de piste. En général, ou si vous avez déjà ouvert un autre logiciel de montage, vous avez pu voir donc des pistes vidéo et audio créées et prêtes à l'emploi, si on peut dire. Ici, ce n'est pas le cas, car ici, nous sommes dans une timeline magnétique. Une timeline magnétique, une timeline connectée, le son et audio, et ensuite connectée avec les autres éléments au-dessus ou en dessous, type titre ou musique, mais nous y reviendrons dans une prochaine leçon, en détail. Alors, je vais prendre, par exemple, ce fichier au hasard et je le glisse des pauses, d'accord? Maintenant, le projet qui a été créé, il a été créé dans les paramètres de cette vidéo. Alors, je regarde un petit peu les paramètres de la vidéo. Je clique dessus, je le sélectionne bien. Je vais à droite regarder dans l'inspecteur. Si je ne suis pas sur le i, je pense bien à cliquer sur le i comme information. Nous sommes sur un Full HD 25 images par seconde en Rec 709, en stéréo 48 kHz. Bien. Alors, maintenant, mon projet, il est où? Il est là, mais il est où? Dans le navigateur. Alors, il faut remonter tout là-haut. Et voilà, je retrouve toujours là-haut. Donc, les projets sont toujours en haut, sont toujours placés en haut du navigateur, en haut de cette fenêtre. Le jour où vous aurez beaucoup de projets et que vous vous retrouvez en bas à travailler avec beaucoup de rush, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ici, la fenêtre sera bien remplie, vous serez bien profond dans la fenêtre. Là, ici, je monte assez vite avec la souris. Mais lorsque vous avez beaucoup de rush, il faudra remonter et remonter et remonter. Ça peut être très long. Le plus simple, c'est d'aller dans les collections intelligentes, ici à gauche, cliquez Ouvrir et cliquez sur Projet. Ils ont déjà, par défaut, le logiciel créé pour nous une collection intelligente Projet qui va réunir dans une seule fenêtre et de façon globale, d'un seul coup d'œil, tous les projets. On y reviendra dans cette fenêtre lorsqu'on aura créé plusieurs projets. Je reclique dans mon événement. Je reclique dans mon projet. Je sélectionne pour voir maintenant les attributions et les paramètres. Et je vois qu'on a les mêmes paramètres que le rush. Bien. Là, c'est très simple, c'est très rapide et ça vous évite de faire des erreurs de conformité entre donc votre rush, votre plan caméra et la création de projet timeline avec d'autres paramètres et de risquer donc de détériorer ou ne pas avoir la qualité intrinsèque donc de l'enregistrement caméra. Maintenant, voyons la création de projet manuel. J'ai plus le petit bouton création de projet ici puisque c'est comme les boutons d'importation. Une fois que nous avons fait le premier projet, ce bouton a disparu. C'est pas bien grave, on va monter dans Fichier, Menu Fichier, Nouveau et Projet. On retrouve la même fenêtre, mais cette fois, je vais cliquer sur Utiliser les réglages personnalisés. Je me retrouve donc avec l'accessibilité au projet vidéo. Et je peux choisir ici la dimension souhaitée. Je vais choisir 4K. Ici, je vois que j'ai le Ultra HD. Je clique dedans. Et là, je peux changer carrément l'aspect de l'image, ce qu'on appelle aussi le ratio. Alors, pour information, sachez que Ultra HD, celui-ci, le 3840-2160, et le ratio 16/9. Le ratio 16/9, c'est donc la proportion hauteur-largeur de votre image, de vos écrans d'ordinateur, de vos télévisions et de vos smartphones. Donc, si vous travaillez sur Internet, vous avez tout intérêt à choisir ce ratio. De toute façon, ce ratio, vous pouvez aussi l'avoir dans vos caméras par défaut. Dans certaines caméras, vous n'avez pas le choix de ce ratio-là, et tant mieux, de toute façon, on fait à 90% aujourd'hui du 16/9. Donc,
du 3840 par 2160. Si on utilise ensuite des ratios plus hauts, plus grands, cela dépend de ce que vous faites de votre image. Souvent, on utilise ces ratios pour de la projection. Si vous envoyez vos films au festival ou si vous souhaitez en fait tout simplement un ratio différent. L'aspect de votre vidéo dépend donc d'une envie artistique, créative du réalisateur ou de la réalisatrice. Par exemple, si l'on souhaite créer une image type aspect cinémascope, c'est-à-dire comme au cinéma, créé par les westerns aux États-Unis par exemple, où là on a une image bien écrasée en hauteur. On a plus de largeur que de hauteur. Donc c'est vraiment un format très cinéma. On peut le faire ici à condition d'aller dans la vidéo personnalisée et ensuite de remplir ici des aspects différents, donc une taille en hauteur différente. Ici, ce serait le 817 pour créer un aspect cinémascope. Bon, on va pas le voir pour le moment, mais sachez-le que c'est possible donc de créer et de personnaliser sa propre taille et aspect, ratio de votre image. Je reviens sur le 4K à la création que je veux faire, je reste bien en 16/9. Ici, j'adapte bien les images par seconde qui ont été créées par mon image. Alors là, évidemment, il faut connaître la cadence enregistrée de votre caméra. Normalement, si votre caméra est bien normalisée PAL SECAM Europe, vous tournez en 25 images par seconde. Mais si vous tournez par exemple avec un smartphone qui a été créé en Asie comme aux États-Unis, la norme est NTSC et là on tourne en 30 images par seconde. Vos smartphones tournent en 30 images par seconde. Sauf, il y a encore des exceptions, si vous avez un iPhone Apple récent, c'est-à-dire les 3 derniers, je crois, sans dire d'erreur, les 3 ou 4 derniers modèles, vous pouvez rentrer dans les paramètres de l'appareil photo et passer en PAL. Dans la norme PAL, vous avez un bouton pour basculer en PAL et dans ce cas-là, tourner en 25 images par seconde. Pourquoi c'est important? C'est surtout lorsque vous tournez en lumière artificielle, en intérieur, et que là, vous risquez d'avoir des problématiques de flicage, d'image qui balaye, ou l'image a un problème de captation de vitesse en fonction de notre courant électrique. Si cela vous intéresse, je vous invite à vous former à la prise de vue. Alors je choisis 25 images par seconde. Ensuite, le rendu. Qu'est-ce que le rendu? Le rendu, on va en parler dans une leçon suivante, mais le rendu, c'est donc le moyen de donner une fluidité à votre lecture pendant le montage lorsque vous faites des effets, c'est-à-dire un calcul par le logiciel pour que vous ayez une lecture fluide comme pour un export. Donc là, le rendu, il est choisi sur Apple ProRes 4.2.2, c'est très bien. Ensuite, les autres, ce sont simplement des compressions de rendu un peu plus fortes ou un peu moins fortes en termes de compression, qui ne change pas grand-chose, vous pouvez laisser par défaut. Ensuite, le standard X509, c'est donc le profil image, l'espace colorimétrique, qui est là déterminé lorsqu'on crée une bibliothèque. Et ça, évidemment, nous le verrons au moment de l'étalonnage. Audio, stéréo, on garde tout ça, c'est la norme. Donc c'est la norme, 48 kHz, il ne faut surtout pas descendre en dessous. Vous pouvez augmenter. Mais cela ne sert pas à grand-chose, puisque surtout ici, vous êtes dans des paramètres de post-production pour travailler le montage. On n'oublie pas de nommer le projet. On fait OK. Je vais descendre, choisir mon plan. Donc comme j'ai créé un projet 4K, hop, je remonte dessus, je vous montre. Ici, il est vide, il est là. Hop, 4K en ratio 16/9. Je prends donc une image 4K. Je vérifie.
Et vous voyez ici, ce n'est pas le ratio 16 neuvième, c'est le ratio qu'on appelle 17 neuvième, donc qui est un peu plus grand, mais cela ne pose aucun problème. Je glisse dépose. Le seul indication du ratio, c'est cette mini bande noire au-dessus et en dessous. Là, pas de problème. On retourne à droite dans l'inspecteur, on clique sur la pellicule, où on a accès donc à nos effets pour modifier notre image. Et on va aller choisir ici l'adaptation spatiale. Il est masqué, hein, donc on l'affiche. Ensuite, on a type adapté. On clique dedans, remplir ou aucun. Alors moi, j'ai envie de remplir pour éliminer ces bandes noires en haut et en bas. Voilà, c'est fait. Conclusion, lorsque vous créez une séquence manuelle, c'est que vous connaissez au préalable les paramètres de vos rushs caméra, de vos plans caméra. Ou alors que vous avez envie, au contraire, de créer une séquence, une timeline, donc un projet, complètement différent de vos rushs. Et nous allons voir ça dans la leçon suivante. Continuons à travailler les projets. Et cette fois, on va travailler en manuel pour gérer les différents formats HD et 4K, gérer les plans 4K dans des projets HD, des plans HD dans des projets 4K. Nous verrons la différence et nous verrons qu'il y a des choses à ne pas faire pour garder évidemment la qualité de notre image. Alors, je continue ici, j'ai 2 projets, je vais en créer un 3e, toujours en manuel. Alors, je vais ici dans Menu Fichier, Projet. Je vais revenir sur un projet Full HD. Alors, pourquoi je choisis le P et pas le I? Le I correspond à l'entrelacement de la vidéo. I parce qu'en anglais c'est interlace, désolé pour l'accent. Et cela correspondait à l'enregistrement numérique, donc de signal numérique sur des bandes magnétiques. Aujourd'hui, nous sommes en numérique avec le P progressif. Nous inscrivons des données numériques 0 et 1 sur des cartes mémoire numériques 1 et 0. Et progressif et entrelacé, la différence entre les deux, c'est le balayage de ces informations à l'image. En fait, c'est la réception de ces informations numériques et à la fois analogique pour l'enregistrement, comme je viens de l'expliquer, à l'image. C'est la façon dont les pixels arrivent sur l'image de haut en bas et de droite à gauche. Pour faire simple. Et donc, depuis la norme numérique tout numérique, on est passé au progressif. Bien sûr, FCPX garde toujours les anciens formats. Gardons le P, puisque c'est la norme aujourd'hui. Voilà, je garde la résolution comme ça, 25 images, car la caméra tourne à 25 images, je le sais. On garde tout ça, on l'a dit, et on fait OK. Alors, attendez, hop, j'ai pas nommé mon projet. Alors, je vais l'appeler Projet HD. Pour du 4K. On va voir les deux. Alors, mon projet HD ici, je descends, je vais mettre un projet HD, celui-là, très bien. Et je prends maintenant un projet 4K, je vous montre ici, c'est bien du 4K. On est même en 17 neuvième. Hop, voilà. À part les bandes noires, j'ai un autre, je pense que le DJI ici, c'est... Ah voilà, ici mon drone, il est en 16 neuvième, donc je vais garder plutôt celui-là pour l'exemple. Hop.
Voilà. Alors, bon, on va juste comparer ici les rushs avec la source. Enfin, on va juste comparer donc le visu final de la timeline avec le visu du rush qui est là. C'est important ici de ne pas trop s'embrouiller. C'est-à-dire que dès que vous avez la main, donc la barre du survol ici, la tête de lecture qui est placée donc au niveau du navigateur, on est bien dans le navigateur ici, hein. D'accord? Ce que vous voyez à l'image, il y a un seul écran, hop, je clique dessus et je vois à l'image ma source. Si je descends, ah, voilà, ici, je clique, je vois, alors par rapport à ma tête de lecture, hein, la lecture ici, elle est prioritaire, je vois ma timeline, l'image de mon projet. Attention, la balle de survol, on y reviendra, elle permet de survoler et de naviguer dans le rush. Mais ici, ma tête de lecture, c'est telle qu'elle a la priorité sur le visu. Je survole là, mais si ma souris va ailleurs, je vois où est placée ma tête de lecture. La tête de lecture, c'est vraiment une tête de lecture, le curseur de la visu. On dit tête de lecture car on se souvient peut-être que vous connaissiez les enregistrements analogiques, justement, par bande, où on avait une tête de lecture qui venait s'appuyer sur la bande magnétique analogique de notre cassette audio, notre cassette vidéo. Hein. C'est une tête de lecture qui venait lire, justement, cette bande. Alors, on a gardé ce terme-là. On l'appelle aussi curseur ou repère de lecture. Donc, nous sommes dans un projet HD avec ici, à gauche, un rush HD, hein, dans l'information. Hein, j'ai aussi l'information lorsque je clique dessus. Là, je clique sur le 4K et je me retrouve donc ici avec mon 4K Ultra HD. Au niveau ratio, tout va bien. Il s'est adapté. Parce que ici, nous avons 2 fois plus d'images que là. Voici les ratios, les tailles de nos images. La différence de taille entre la HD 1920-1080 par le 4K Ultra HD en 16 neuvième, 3008-40 par 2160. Vous voyez qu'ici, il y a le double, quasiment, d'images, de pixels en hauteur et en largeur. Évidemment, le 8K, c'est encore 2 fois plus. Alors, ça veut dire que dans votre projet qui est dans cette taille-là, vous avez mis une image de cette taille-là. Donc, vous avez 2 fois plus d'images. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, vous pourrez aisément faire ce qu'on appelle du croppage, du zoom dans l'image, du zoom numérique. Et seulement à cette condition-là. Mais vous avez vu que Final Cut Pro l'a adapté. Parce que si je regarde la taille ici, on voit le nom, mon nom ici. Quand je vais sur le rush, voilà, il s'est donc adapté, puisque ici je reviens dans l'inspecteur, je vais redescendre ici au niveau de l'adaptation spatiale. Il est par défaut sur adapté. Donc lorsqu'on met donc un rush, un plan caméra qui n'est pas de la taille du projet, il va s'adapter automatiquement. Dans ce sens-là, c'est très bien. Hein. Alors si je mets aucun, vous allez voir que, hop, évidemment, là on a la taille réelle du 4K et qui ne s'est pas adapté. En tout cas, ce n'est pas adapté à notre visualisation, à notre écran. Il n'y a pas de zoom. Hein. Donc là, si je vais cliquer dans transformer, donc là je vais dézoomer au niveau de l'affichage. Peut-être que voilà, c'est un peu trop petit, voilà. Et voilà, nous avons ici, donc ça, ce que nous voyons à l'image, c'est notre projet.
hein, que j'ai donc baissé en termes de zoom d'affichage. Hein. Là, je l'adapte. Donc voilà, on est bien avec notre écran de travail. Hein. C'est donc qui correspond, alors vous me suivez, hein, que ça correspond bien donc à notre taille de projet. Donc là, je dézoome un peu, qui permet de travailler d'ailleurs, on le verra, des effets. Vous voyez, ça c'est la taille réelle de notre 4K. Vous avez vu qu'il y a 2 fois plus d'images. Si je vais dans la taille HD, vous voyez que la taille HD, ben, l'image remplit parfaitement l'écran de notre projet, puisque le projet est en HD. Nous allons faire l'inverse pour bien comprendre encore une fois. Je vais créer un nouveau projet, fichier, nouveau projet. « 4K pour HD. Et là, je choisis donc le 4K. On est bien ici dans le 16/9, je fais OK. Je place donc maintenant le même fichier HD, la rotonde. Alors, vous voyez qu'il s'est adapté. Hein. Je vais baisser un petit peu. Vous voyez que c'est adapté. Je clique ici sur transformer. On voit bien la grille. Hein. Ça, cette grille bleue correspond donc à la taille de l'image réelle. Hein. Alors, parce que ici, dans adaptation spatiale, on est sur adapté. Si je fais aucun, voilà. Je reviens dans adapter un zoom dans l'affichage normal de notre visu. Et vous voyez que le HD, il est beaucoup plus petit que notre visu de notre projet 4K. Je vais replacer le 4K. Et là, il est rempli. Alors évidemment, je vais faire aucun pour être au même niveau hein, d'adaptation spatiale. Donc évidemment, là, on est en 4K dans du 4K. Je vais baisser un peu plus. Voilà. On voit bien qu'ici, ça remplit bien notre écran, alors que là, on est dans une sorte de petite vignette qui ne remplit pas la totalité de notre écran du projet. Alors voilà le piège. Comme par défaut, nous avons l'adaptation spatiale sur adapté dans Final Cut Pro 10, vous pourrez faire l'erreur de placer un plan HD dans un projet 4K. Alors vous pouvez le noter ici en rouge dans votre carnet, dans votre note de formation. On ne va jamais placer un plan caméra HD dans un projet 4K. Le problème, c'est qu'ici, vous avez fait un zoom numérique. Hein, avec adapté, le zoom est numérique. Donc vous allez dégrader l'image, tout simplement. Forcément, c'est comme si j'avais fait ça. Voilà. Donc j'avais zoomé. Et si je le mets, j'adapte comme ça, vous voyez qu'on a un zoom de 200%. Comme je vous disais, en 4K, on a 2 fois plus d'images. Mais un zoom de 100%, vous allez voir en plein écran, alors peut-être que là, on ne le verra peut-être pas, une dégradation du pixel. On le voit quand même un petit peu sur les contours, les couleurs, enfin, tout va se dégrader. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous tournez avec un smartphone et que vous avez l'habitude de faire avec vos 2 doigts le zoom numérique, ne le faites plus. Vous avez sûrement remarqué que ça dégrade vos images. Donc c'est dû à ça. Hein. Vous faites exactement la même chose quand vous filmez avec votre smartphone et que vous zoomez avec vos 2 doigts dans l'écran. Vous faites un zoom numérique. Donc, dans ce sens-là, ça marche. Un projet HD et vous mettez du 4K, on a vu que oui. Puisque vous remplissez largement avec le 4K la dimension du HD. Si j'ai ce projet-là, HD pour 4K, et que j'ai mis justement ici un drone tourné en 4K, alors je vais remettre l'adaptation à adapter, mais que je me dis, tiens, c'est un peu trop loin. Ici, je commence comme ça, voilà, tiens, le drone décolle. Voilà, il va ici à la taille et ensuite il va suivre les gens qui vont marcher, voilà, dès les randonneurs, tac. Et si je me dis, tiens, ce coup, j'ai envie d'aller plus près d'eux, et je vais pouvoir le faire sans problème avec ici l'échelle, que nous reverrons bien sûr plus tard, je vais pouvoir zoomer un petit peu jusqu'à même presque 200
Alors moi, j'y vais jamais à 200 parce que je vous garde toujours une petite marge. Et je me suis rapproché d'eux sans perdre de qualité à l'image. On zoome puisqu'on a 2 fois plus d'images dans un projet HD.